Insomnia. Des histoires pour s'endormir paisiblement. Bienvenue sur Somnia. Rejoignez notre communauté en vous abonnant pour découvrir chaque soir une nouvelle histoire apaisante. Ce soir, je vous emmène au large, vers un phare mystérieux perdu dans les brumes. Laissez le rythme des vagues vous transporter. La mer était un animal assoupi ce soir-là, respirant avec une lenteur hypnotique contre les flancs du petit bateau qui fendait une eau d'huile noire. Chaque vague semblait soupirer de fatigue, portant l'embarcation avec une douceur maternelle vers l'horizon invisible. À son bord, un homme seul. Elias, les mains crispées sur le bastingage rouillé, regardait droit devant lui, vers la tache pâle qui grandissait imperceptiblement dans la brume. Le phare. Celui qu'on appelait dans les vieux gréments le gardien des brumes oubliées, se dressait sur un îlot rocheux si isolé que certaines cartes marines avaient cessé de le mentionner, le reléguant au rang de légende parmi les marins. Le bateau de ravitaillement, une petite chaloupe aux planches fatiguées, avançait avec une lenteur calculée, son moteur unique tout sautant par intermittence comme un vieillard asthmatique. Le marin qui le conduisait, un homme au visage creusé par les embruns et le silence, n'avait prononcé que 3 phrases depuis leur départ du continent. « Prenez votre sac. La mer est calme. Et vous en avez pour 3 mois. » Elias avait hoché la tête. Son propre silence répondait à celui de l'homme de la mer. Alors qu'ils approchaient, la silhouette du phare se précisa. C'était une tour de granit brut, veinée de lichens et de cicatrices laissées par des décennies de tempêtes. Elle semblait jaillir de la roche elle-même, comme si la terre avait décidé un jour de tendre un doigt de pierre vers le ciel pour avertir les navires, ou peut-être pour saluer les étoiles. En haut, à près de 40 mètres, la lanternette émettait sa lumière régulière, un éclat doré qui perçait la brume épaisse avant d'être englouti par l'obscurité, tel un cœur battant dans la poitrine de la nuit. L'accostage au petit ponton de bois vert moulu fut une manœuvre délicate. Les planches craquèrent sous les pas d'Elias, émettant un gémissement de protestation. Il tendit la main pour saisir la rambarde de fer rouillé, sentant l'humidité et le sel incrustés dans le métal. Derrière lui, le marin lui passa son sac sans un mot, fit un signe de tête presque imperceptible et déjà la chaloupe s'éloignait, son moteur retrouvant un rythme plus pressé, comme pressé de regagner les eaux libres. Elias resta un moment sur le ponton, observant la silhouette du bateau qui s'estompait dans la brume. Puis il leva les yeux vers la porte du phare. Elle était massive, en chêne noirci par les années, renforcée de ferrures rouillées qui dessinaient des volutes complexes. Lorsqu'il la poussa, le grincement qu'elle émit sembla venir des entrailles de la tour elle-même, une plainte ancienne qui se réveillait. L'air qui s'en échappait sentait la pierre humide, la cire d'abeille, le thé fort et quelque chose d'indéfinissable, une odeur de temps suspendu. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale, seulement troublée par un rayon de lumière descendant de l'escalier en colimaçon. Elias pénétra dans les sanctuaires, laissant derrière lui le souffle du large. Le lourd ventail se referma dans un ultime grincement, et ce fut comme si le monde extérieur cessait d'exister. Le silence qui régnait alors n'était pas un vide, mais une présence palpable, tissée du bourdonnement lointain du moteur de la lanterne et du chuchotement des vagues, filtré par les murs épais comme une confidence lointaine. Il resta immobile un long moment, laissant ses yeux s'habituer à la pénombre, ses oreilles à ce nouveau silence peuplé de bruits subtils. Quelque part au-dessus de lui, une horloge mécanique égrenait les secondes avec une régularité de métronome. Le phare vivait, respirait, et Elias venait d'en devenir le cœur temporaire, le gardien d'un rêve de pierre et de lumière perdu dans l'immensité marine. Son premier geste fut instinctif.
Il posa la main sur la paroi de granit, sentant sa froideur vivante, les aspérités de la pierre, les veines de minéraux qui dessinaient d'une cartographie secrète. Cette tour avait vu passer des générations de gardiens, avait résisté à des centaines de tempêtes, avait guidé d'innombrables navires, et maintenant, c'était à son tour de veiller. Il monta l'escalier en colimaçon, ses pas résonnant étrangement dans le puits de pierre. La rampe de fer, usée et luisante par des décennies de mains anonymes, était froide sous ses doigts. Chaque marche semblait raconter une histoire. Chaque révolution de l'escalier le rapprochait un peu plus de sa nouvelle vie. Il atteignit la première plateforme et découvrit la cuisine, petite et fonctionnelle, avec son évier en zinc, son poêle à bois, ses étagères de provisions soigneusement rangées. Tout était en ordre, méticuleusement propre, comme si le précédent gardien avait voulu lui transmettre un message. Ici, l'ordre extérieur est le reflet de l'ordre intérieur. Plus haut, la chambre, sparate, presque monacale. Un lit simple avec une couverture de laine épaisse, un armoire au bois patiné, un bureau face à la mer. C'est là qu'il déposa son sac. Le bruit du tissu froissé sur le bois nu semblait incongru dans ce silence minéral. Par la fenêtre, il ne voyait que du blanc, la brume enveloppant le phare comme un cocon. Le rituel commença alors. Il consulta le journal de bord laissé par son prédécesseur, notant d'une écriture ferme « 17 novembre, 20h, prise de fonction. Elias Marin, brume modérée, mer calme, pression stable. » La plume gratta le papier avec un bruit sec, ponctuant ainsi son entrée officielle dans la confrérie des veilleurs. Puis vint le moment de la première veille. La montée vers la lanterne était une ascension vers la lumière. Chaque marche gravie le rapproche un peu plus du cœur battant du phare. La trappe de la salle de la lanterne céda avec un grincement familier, comme si elle reconnaissait en lui un nouvel initié. La salle de la lanterne était une cage de verre et de laiton, un écrin de cristal posé au sommet du monde. Au centre, le système optique Fresnel, chef-d'œuvre de précision, tournait avec une lenteur majestueuse, porté par un mécanisme d'horlogerie que tic-tac, régulier, se mêlait au grondement sourd du moteur. La lumière, concentrée en un faisceau aveuglant, explosait à travers les lentilles, balayant l'obscurité toutes les 10 secondes avec une régularité hypnotique. Elias s'installa sur le tabouret de vigie, le dos contre la paroi de verre tiède par la chaleur des lampes. Le rythme était là, immuable. La rotation de la lumière, le tic-tac de l'horloge, le souffle du vent, le ressac des vagues. Une symphonie mécanique et naturelle qui composait la berceuse des veilleurs solitaires. Il sentit pour la première fois depuis des années les tensions qui nouaient ses épaules commencer à se relâcher, emporté par la régularité hypnotique de sa nouvelle fonction. Dehors, la nuit était complète maintenant, et la brume transformait le faisceau lumineux en une épée de lumière qui semblait fendre l'obscurité. Parfois, la lumière rencontrait les particules d'humidité en suspension, créant un effet de halo spectral, comme si le phare était entouré d'une aura mystérieuse. Elias se prépulta à sourire, un sourire qui n'avait rien à voir avec la joie, mais tout avec la paix. Ici, dans cette tour perdue au milieu des eaux, il avait trouvé ce qu'il cherchait sans le savoir, un lieu où le temps avait un autre sens, où chaque minute pouvait s'étirer comme une éternité, où le silence n'était pas vide, mais plein de signification. Il resta là des heures, à observer le balai de la lumière, à écouter la respiration du phare et à sentir dans ses os les vibrations profondes de la structure qui résistait aux assauts du large. Quand l'aube commençait à poindre, teintant la brume de nuances gris-perle, il redescendit, les jambes lourdes, mais l'esprit léger. La première nuit de garde était passée. Il en restait 90 devant lui, et pour la première fois depuis bien longtemps, cette perspective ne lui fit pas peur. Le premier jour complet dans le phare commença non par un réveil brutal, mais par une émergence lente, comme si Elias sortait d'un long sommeil dont il ignorait avoir eu besoin. La lumière qui filtrait à travers la petite fenêtre de la chambre était diffuse, laiteuse, sans direction précise, tant la brume enveloppait toujours l'édifice de son manteau opaque. Il resta un long moment allongé, les yeux ouverts, à écouter les nouveaux sons qui constituaient désormais son univers. Le grattement léger du givre sur les vitres, le gémissement presque imperceptible de la structure de fer qui se contractait dans l'air froid du matin, et surtout ce bourdonnement profond et constant qui venait du sommet,
le cœur battant du phare, son système optique qui continuait sa rotation éternelle, même en plein jour. Quand il se leva finalement, ses pas résonnaient différemment de la veille. La pierre sous ses pieds n'était plus une surface étrangère, mais commençait déjà à devenir familière. Il descendit l'escalier en colimaçon, sa main glissant sur la rampe de fer usé, et chaque marche lui révélait un nouveau détail qu'il n'avait pas remarqué la nuit précédente. Une fissure minuscule qui dessinait le contour d'un visage dans la pierre, une tache d'humidité formant une carte des continents inconnus, les traces de doigts accumulées sur la rampe à hauteur précise où des générations de gardiens s'étaient appuyés avant lui. La cuisine, lorsqu'il y pénétra, était baignée d'une lumière étrange, comme tamisée par des kilomètres de coton humide. Il alluma la lampe à pétrole suspendue au plafond, dont la flamme dansa un instant avant de se stabiliser, projetant des ombres mouvantes sur les murs de pierre. Le rituel du petit déjeuner prit une dimension presque cérémonielle. Chaque geste, remplir la bouilloire au robinet, dont l'eau avait un goût de fer et de sel, mesurer le thé dans la vieille boîte en fer blanc, couper une tranche du pain dense laissé par son prédécesseur, était accompli avec une lenteur consciente, comme si le temps avait soudain perdu son urgence habituelle. En mangeant face à la fenêtre qui ne montrait que du blanc, Elias commença sa première inspection complète. Le journal de bord officiel, relié de cuir noir et usé au coin, lui indiquait la routine à suivre. Il commença par la vérification des niveaux de fuel pour le moteur de la lanterne. La réserve se trouvait dans une petite pièce annexe au rez-de-chaussée et l'odeur d'huile et de métal chaud y était presque tangible. Les deux réservoirs principaux étaient pleins à ras-bord, leur contenu sombre miroitant faiblement dans la pénombre. Il nota soigneusement les niveaux dans le journal, appréciant la texture du papier sous sa plume. La remontée du poids de l'horloge mécanique fut sa tâche suivante. Le système datait d'un siècle, un chef-d'œuvre d'ingénierie qui faisait tourner la lentille avec une précision d'horloger. La chaîne en acier était froide et lourde dans ses mains, et le bruit du treuil qui remontait le poids de 50 kilos emplissait la tour d'un cliquetis métallique qui sembla durer une éternité. Chaque cran de la manivelle était un rappel physique de la mécanique précise qui maintenait la lumière alive. Mais ce fut le nettoyage des lentilles de Fresnel qui devint son premier vrai moment de communion avec le phare. Dans la salle de la lanterne, en plein jour, la structure de cristal et de laiton prenait une dimension différente. Sans la lumière aveuglante des lampes, il pouvait en apprécier la complexité géométrique, la façon dont chaque prisme était taillé pour capturer et amplifier la plus infime parcelle de lumière. Il prépara le mélange de vinaigre et d'eau distillée selon les instructions laissées par son prédécesseur. Et avec un chiffon de lin immaculé, il commença à nettoyer chaque facette, chaque surface de verre. Le travail était méticuleux, demandant une attention constante. Sous ses doigts, le cristal devenait chaud, vivant presque. La lumière du jour, bien que voilée par la brume, traversait les prismes et projetait sur les murs des arcs-en-ciel pâles des taches de couleurs qui dansaient au rythme de ses mouvements. Il passa près de 2 heures à cette tâche, tombant dans une sorte de transe méditative où ses mains semblaient connaître d'instinct le mouvement à suivre, comme si la mémoire musculaire des gardiens précédents lui avait été transmise. C'est en rangeant le matériel de nettoyage qu'il remarqua pour la première fois la petite porte dissimulée derrière un panneau de laiton dans la salle de la lanterne. À peine plus haute que sa taille, elle était presque invisible, se confondant avec les nervures décoratives du support de la lentille. Intrigué, il chercha et trouva le mécanisme d'ouverture. Une petite pression sur un certain point du métal et la porte s'ouvrit avec un léger déclic. Derrière se trouvait un espace minuscule, une niche à peine assez grande pour s'y tenir debout. Sur une étagère de bois, protégée par une vitrine, se trouvaient des carnets. Non pas le journal de bord officiel,
mais des journaux personnels, remontant apparemment à des décennies. Le premier qu'il ouvrit, daté de 1947, l'écriture ferme et penchée d'un gardien nommé Joseph. 3e mois de solitude, la brume ne s'est pas levée depuis 15 jours. Parfois, je parle aux mouettes pour entendre le son d'une voix. Elias referma le carnet, le cœur battant. Il venait de découvrir la mémoire secrète du phare, la trace intime de tous ceux qui avaient veillé avant lui. Cette découverte changeait tout. Il n'était plus seul, mais héritier d'une longue lignée d'hommes qui avaient affronté les mêmes doutes, les mêmes solitudes, les mêmes émerveillements. Le reste de la journée passa dans une lumière qui ne changea jamais. Le soleil invisible derrière l'épais manteau de brume. Elias poursuivit son inspection, découvrant peu à peu les particularités de sa nouvelle demeure. La marche qui grinçait particulièrement à mi-hauteur de l'escalier, la fenêtre de la chambre qui offrait la meilleure vue sur l'océan quand la brume daignait s'estomper, le petit radiateur dans la cuisine qui mettait toujours 15 minutes avant de commencer à diffuser sa chaleur. Quand le soir vint, presque imperceptiblement, la brume commença enfin à se dissiper. Par plaques d'abord, puis plus franchement, elle se déchira, révélant un ciel nocturne d'une clarté qu'Elias n'avait jamais vue. Sans pollution lumineuse, les étoiles n'étaient pas de simples points brillants, mais une véritable tapisserie de lumière, si dense qu'il avait du mal à distinguer les constellations familières. La Voie lactée était une blessure lumineuse dans le velours noir du ciel, une traînée laiteuse qui semblait si proche qu'on aurait pu la toucher. Dans la salle de la lanterne, la lumière prenait maintenant une toute autre dimension. Son faisceau, au lieu d'être absorbé par la brume, fendait l'obscurité avec une netteté chirurgicale, balayant l'océan noir où se reflétaient les étoiles. Elias éteignit brièvement les lampes, et le spectacle qui s'offrit à lui le laissa sans voix. Le ciel était si lumineux qu'il éclairait légèrement la mer, et les étoiles se reflétaient dans l'eau calme comme dans un miroir parfait. On aurait dit que le phare flottait dans l'espace, suspendu entre deux firmaments étoilés. Quand il ralluma la lanterne, la lumière semblait presque vulgaire, intrusive. Mais c'était sa raison d'être. Il s'installa pour sa veille nocturne, le carnet du vieux Joseph ouvert sur ses genoux. De temps en temps, il jetait un œil par la vitre, cherchant des signes de vie sur l'océan, la lumière d'un navire, le sillage phosphorescent d'un poisson. Mais il n'y avait rien que l'immensité noire et étoilée. Vers minuit, alors qu'il lisait un passage où Joseph décrivait avoir vu des aurores boréales, un mouvement dans l'eau attira son regard. Une forme sombre et massive fendait la surface, suivie d'un souffle bruyant qui résonna dans la nuit silencieuse. Une baleine. Elle passa lentement, à quelques centaines de mètres du phare, son souffle régulier ponctuant la nuit comme un métronome vivant. Elias la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'obscurité, le cœur gonflé d'une émotion qu'il n'aurait pu nommer. Quand l'aube commença à poindre, teignant l'horizon est de nuances roses et orangées, Elias se sentait transformé. Les 24 heures qu'il venait de vivre lui avaient paru à la fois une éternité et un instant. Il redescendit dans la cuisine, préparait son thé, ses pas maintenant assurés sur l'escalier familier. Le phare n'était plus une prison de pierre, mais un royaume, et il en était le roi temporaire. Il ouvrit son propre carnet, celui qu'il avait apporté de l'ancien monde, et écrivit « Premier jour complet. J'ai découvert que la solitude n'est pas l'absence des autres, mais la présence de soi. Le phare commence à me révéler ses secrets, et moi, je commence à me révéler aux miens. » Dehors, le soleil se levait sur un océan maintenant visible jusqu'à l'horizon, d'un bleu profond strié de veines argentées. La brume avait complètement disparu, et pour la première fois, Elias voyait l'immensité qui l'entourait. Cela aurait pu être terrifiant, cette solitude géographique absolue. Mais au contraire, c'était libérateur. Ici, il était à la fois minuscule et essentiel.
comme la lumière qu'il gardait. Le troisième jour s'annonça sous un ciel radicalement différent. La brume avait complètement disparu, balayée par une brise fraîche venue du large, révélant pour la première fois l'étendue véritable du rocher sur lequel le phare était érigé. Elias, réveillé par les premiers rayons du soleil qui frappaient directement sa fenêtre, découvrit un monde qu'il n'avait fait qu'entrevoir jusqu'alors. L'îlot était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé, peut-être 300 mètres de long sur 100 de large, une excroissance de granit noir veiné de quartz qui semblait défier l'océan depuis des millénaires. La végétation y était rare, tenace, composée principalement de plantes halophiles qui avaient appris à survivre dans ce milieu hostile. Des choux marins aux feuilles épaisses et charnues, des arméries roses qui poussaient en coussins serrés dans les moindres anfractuosités, et des traces de mousse qui dessinaient des cartes vertes sur la pierre sombre. Mais ce matin-là, ce fut le vacarme qui le frappa d'abord. Une cacophonie assourdissante monta des falaises, un mélange de cris rauques, de battements d'ailes, de disputes territoriales. En s'approchant de la fenêtre, Elias découvrit que le rocher grouillait littéralement de vie. Des colonies entières d'oiseaux de mer avaient élu domicile sur les corniches les plus inaccessibles, transformant la paroi nord en une immense ville verticale bruyante et animée. Intrigué, il décida de reporter ses tâches habituelles et d'entreprendre une exploration systématique de son domaine. Après son petit déjeuner, il enfila son manteau et sortit par la lourde porte de chêne, ressentant une étrange sensation de vulnérabilité en quittant la protection de la tour. L'air marin lui picota le visage, chargé d'odeurs complexes. Le sel, bien sûr, mais aussi l'odeur âcre du guano, le parfum douce amer des algues en décomposition et une senteur florale ténue venue des quelques plantes qui parvenaient à fleurir entre les rochers. Mais, ce matin-là, ce fut le vacarme qui le frappa d'abord. Une cacophonie assourdissante montait des falaises, un mélange de cris rauques, de battements d'ailes, de disputes territoriales. En s'approchant de la fenêtre, Elias découvrit que le rocher grouillait littéralement de vie. Des colonies entières d'oiseaux de mer avaient élu domicile sur les corniches les plus inaccessibles, transformant la paroi nord en une immense ville verticale, bruyante et animée. Intrigué, il décida de reporter ses tâches habituelles et d'entreprendre une exploration systématique de son domaine. Après son petit déjeuner, il enfila son manteau et sortit par la lourde porte de chêne, ressentant une étrange sensation de vulnérabilité en quittant la protection de la tour. L'air marin lui picota le visage, chargé d'odeurs complexes. Le sel, bien sûr, mais aussi l'odeur âcre du guano, le parfum doux amer des algues en décomposition et une senteur florale ténue venue des quelques plantes qui parvenaient à fleurir entre les rochers. Sa première découverte fut une mare résiduelle, creusée par l'érosion au centre de l'îlot. L'eau de pluie s'y était accumulée, formant un microcosme fascinant. Des dizaines de petits crustacés transparents nageaient dans cette eau saumâtre, tandis que des puces de mer sautillaient sur les bords. Mais le plus étonnant était la présence de triops, ces crustacés préhistoriques aux carapaces étranges qui peuvent survivre des décennies en état de latence avant d'éclore lorsque les conditions redeviennent favorables. Elias s'accroupit pendant de longues minutes, fasciné par ces créatures venues du fond des âges qui nageaient paisiblement dans leur petit monde de quelques mètres carrés. En se relevant, son attention fut attirée par un mouvement rapide sur les rochers, près de la ligne de flottaison. Une famille de grands crabes violonistes vaquait à ses occupations, les mâles agitant leur énorme pince, disproportionnée par rapport à leur corps, dans un rituel complexe qui semblait mêler menaces et parades amoureuses. Elias remarqua que chaque crabe avait des motifs légèrement différents sur sa carapace, comme si chacun portait sa propre carte d'identité naturelle. Mais les véritables seigneurs de l'îlot, il allait bientôt le comprendre, étaient les oiseaux.
En s'approchant prudemment de la falaise nord, il put observer plusieurs espèces coexistantes. Les fous de bassan, majestueux avec leur envergure imposante et leur plumage immaculé, occupaient les meilleurs perchoirs. Leur parade nuptiale était un spectacle à elle seule. Les mâles offraient aux femelles des algues soigneusement sélectionnées en inclinant la tête vers le ciel dans un geste qui semblait presque religieux. Plus bas, les guillemots de Troïl formaient des colonies si denses qu'on aurait dit que la roche elle-même était vivante. Leurs corps noirs et blancs se pressaient les uns contre les autres, chacun défendant farouchement son minuscule territoire. Leurs cris constants créaient une ambiance sonore permanente, une bande originale à ce théâtre naturel. Et puis il y avait les pingouins tordas, plus discrets, qui nichaient dans les crevasses les plus étroites. Elias fut particulièrement touché par un couple qui semblait avoir établi son nid dans une anfractuosité particulièrement protégée. L'un des deux adultes restait toujours auprès de l'œuf unique, tandis que l'autre partait en mer pêcher. Leur relève s'effectuait avec une précision militaire, accompagnée d'un rituel de salutation composé de frottements de bec et de doux gloussements. Au fil de la journée, Elias commença à reconnaître certains individus. Un fou de bassan particulièrement imposant, avec une cicatrice distinctive sur l'aile droite, qu'il baptisa, mentalement, le vétéran. Un jeune guillemot maladroit qui semblait toujours se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, le malchanceux. Et le couple de pingouins tordas, les fidèles. Ce qui le frappa le plus, ce fut l'indifférence polie avec laquelle ces créatures l'accueillirent. Après une première méfiance, elles semblèrent accepter sa présence comme un élément naturel du paysage. Les oiseaux ne s'envolaient plus à son approche, se contentant de le surveiller d'un œil vigilant. Les crabes continuaient leurs activités sans paraître le remarquer. Cette acceptation silencieuse le toucha plus profondément qu'il n'aurait pu l'imaginer. En début d'après-midi, alors qu'il faisait le tour de l'îlot par la grève, découverte à marée basse, il fit une découverte qui lui coupa le souffle. Dans une grotte à moitié submergée, à laquelle on n'accédait que par une étroite ouverture, il découvrit des gravures rupestres. Elles étaient anciennes, très anciennes, représentant des baleines, des oiseaux marins et des formes humaines schématiques. Qui avait pu réaliser ces œuvres? Des pêcheurs échoués là il y a des siècles? Les derniers représentants d'un peuple disparu? La pierre sur laquelle elles étaient gravées était polie par le temps et les éléments, mais les traits étaient encore clairement visibles. Elias passa de longues minutes à tracer du doigt les sillons creusés dans la roche, essayant de comprendre le message que ces artistes anonymes avaient voulu laisser. C'était comme si le rocher lui-même lui murmurait ses secrets, lui racontant une histoire bien plus ancienne que le phare, plus ancienne peut-être que la mémoire écrite des hommes. Quand il retourna au phare en fin d'après-midi, ce fut avec un sentiment renouvelé d'appartenance. Il n'était pas simplement le gardien temporaire d'une tour de pierre, mais l'héritier de longues histoires qui se comptaient en millénaires plutôt qu'en siècles. Les oiseaux, les crabes, les triops, et maintenant ces artistes anonymes, tous faisaient partie de cette chaîne ininterrompue de vie qui avait trouvé refuge sur ce rocher perdu. Le soir, alors qu'il préparait son dîner, il eut une pensée étrange. Et si le véritable phare n'était pas la tour elle-même, mais cette communauté de vie qui persistait contre vents et marées? La lumière qu'il entretenait n'était que le symbole visible d'une résistance bien plus fondamentale, celle de la vie elle-même face à l'immensité hostile de l'océan. Cette nuit-là, pendant sa veille dans la salle de la lanterne, il laissa la petite porte de la niche ouverte, permettant au bruit de la colonie d'oiseaux de monter jusqu'à lui.
Leurs cris, leurs disputes, leurs chants d'amour formaient une symphonie vivante qui accompagnait le ronronnement du mécanisme et le grondement des vagues. Il n'avait jamais imaginé que la solitude puisse être aussi peuplée, que le silence puisse être aussi bruyant de vie. Quand finalement l'aube se leva, teignant le ciel de couleurs pastel, Elias se sentit transformé. Il avait commencé cette aventure en se sentant comme un prisonnier volontaire sur ce rocher. Maintenant, il se sentait comme l'invité d'honneur d'un royaume dont il commençait seulement à comprendre la complexité et la beauté. Il ouvrit son carnet et écrivit « Jour 3. J'ai découvert que la solitude est un mensonge. Nous sommes toujours entourés de vie. Il suffit d'apprendre à les voir. Le rocher n'est pas une prison de pierre, mais une arche de Noé minuscule où chaque créature, y compris moi, a sa place. Je ne suis plus le gardien du phare, je suis le gardien de tout cela. » Dehors, le vétéran lança son cri rauque, comme pour approuver ses paroles. Elias sourit. La conversation avec son nouveau monde venait de commencer. Le 5e jour commença dans une quiétude trompeuse. Elias se réveilla avec la sensation étrange que le monde retenait son souffle. L'air était immobile, d'une lourdeur inhabituelle, et la mer s'était transformée en une surface de plomb peli, sans la moindre ride. Même les oiseaux s'étaient tus, leur colonie inhabituellement silencieuse. Seul le grondement sourd de la lanterne continuait, mais lui aussi semblait étouffé par cette atmosphère oppressante. En descendant pour son petit déjeuner, Elias jeta un œil au baromètre anéroïde fixé au mur de l'escalier. L'aiguille avait chuté brutalement pendant la nuit, indiquant maintenant une pression si basse qu'il n'en avait jamais vu de semblable. Les annotations manuscrites sur le cadran, tracées par différents gardiens au fil des décennies, montraient que de tels chiffres n'apparaissaient qu'à de rares occasions, toujours accompagnés de commentaires laconiques mais éloquents. Grande tempête de 78 ou ouragan de novembre 52. La matinée s'écoula dans une étrange suspension temporelle. Elias accomplissait ses tâches routinières, nettoyage des lentilles, vérification du niveau de fuel, remontée du poids de l'horloge, mais chaque geste semblait dépourvu de son sens habituel. Comme si lui et le phare attendaient tous deux un événement inéluctable. Vers midi, les premiers signes tangibles apparurent. D'imperceptibles rides commencèrent à marquer la surface de l'eau, comme si l'océan frissonnait d'appréhension. Puis le vent se leva d'abord en une simple brise capricieuse, puis en un souffle plus constant venu du large, apportant avec lui une odeur particulière, mélange d'ozone et d'écume lointaine. Elias monta dans la salle de la lanterne et ouvrit la petite trappe d'aération. L'air qui s'engouffra était chargé d'électricité statique, faisant dresser les poils de ses avant-bras. Au large, l'horizon commençait à se brouiller, comme si une main géante étalait de l'encre grise sur le ciel. Les nuages s'amoncelaient maintenant en formation tourmentée, des cumulonimbus au sommet déchiquetés qui semblaient aspirer la lumière du jour. Vers 14 heures, la mer commença véritablement à se réveiller. Les premières vagues dignes de son nom apparurent, d'abord espacées puis de plus en plus rapprochées, leurs crêtes se couvrant d'écume blanche. Le vent avait maintenant forci, sifflant dans les interstices de la tour avec une voix de plus en plus stridente. Elias referma et verrouilla les volets métalliques des fenêtres du rez-de-chaussée, suivant les instructions clairement affichées à côté de chaque ouverture. Ce fut vers 16 heures que la tempête frappa vraiment. Le premier coup fut si violent qu'Elias, qui se tenait dans la cuisine, fut projeté contre le mur. Une vague monstrueuse venait de s'écraser contre la base du phare et le granit tout entier avait tremblé comme un animal blessé. Le grondement qui suivit dura plusieurs secondes, un son si profond qu'il semblait venir des entrailles de la terre.
Elias se précipita dans l'escalier, gravissant les marches 4 à 4 jusqu'à la salle de la lanterne. Le spectacle qui s'offrit à lui le laissa sans voix. La mer n'était plus de l'eau, mais une entité vivante et furieuse. Des murs liquides, hauts comme des immeubles, se dressaient avant de s'effondrer dans un chaos d'écume et de tonnerre. Le vent hurlait maintenant continuellement, arrachant l'écume des crêtes pour en faire un brouillard salé qui obscurcissait tout. Les vitres de la lanterne étaient constamment fouettées par cette mixture d'eau et de sel, créant un effet kaléidoscopique hypnotique. Elias vérifia le mécanisme. Malgré les assauts extérieurs, la lentille continuait sa rotation imperturbable, son tic-tac régulier formant un contrepoint absurde au vacarme environnant. Le vent, elle, traversait la tempête comme un défi, son faisceau découpant des instantanés surréalistes dans le chaos, une gerbe d'écume figée en cristal lumineux, la silhouette déchiquetée d'un nuage ou la courbe monstrueuse d'une vague sur le point de se briser. Pendant les heures qui suivirent, Elias devint le témoin captif d'une bataille titanesque. Le phare, solidement ancré dans son rocher, résistait avec une dignité silencieuse à chaque assaut. Chaque impact faisait trembler la structure, mais la tour tenait bon, comme elle l'avait fait pendant 150 ans. Elias pouvait sentir cette résistance dans la pierre, sous ses paumes, dans le métal qui vibrait, dans le verre qui frémissait mais ne cédait pas. La nuit tomba rapidement, ou plutôt ce qui passait pour la nuit dans ce chaos perpétuel. La tempête atteignit son paroxysme vers 20 heures. Des éclairs zébraient le ciel maintenant, illuminant par instants brefs mais intenses l'apocalypse maritime. Le grondement des vagues se superposa au son profond qui provenait du propre fond de l'océan. Une fois, un éclair particulièrement violent frappa si près que l'odeur de l'ozone pénétra même à l'intérieur de la lanterne, et pendant un instant, le système électrique du phare vacilla, faisant clignoter les lampes avant que le système de secours ne prenne le relais. C'est dans ce chaos que Elias vécut un moment d'étrange grâce. Alors qu'une vague particulièrement massive se préparait à s'écraser sur le phare, il se tint face à la vitre, les mains posées sur la paroi froide, et attendit. L'impact fut si violent qu'il crut que les vitres allaient céder. La tour gémit dans toutes ses jointures, le plancher oscillait dangereusement, et pendant un instant, Elias eut la sensation que le phare allait être arraché de son rocher. Mais quand la vague se retira, la lumière tournait toujours, et lui se tenait toujours debout. À cet instant, quelque chose en lui bascula. La peur qu'il avait tenaillée depuis le début de la tempête se transforma en une acceptation profonde, presque joyeuse. Il comprit qu'il ne luttait pas contre les éléments, mais qu'il participait à un rituel ancien, une danse éternelle entre la fragilité humaine et la puissance naturelle, entre la lumière et les ténèbres. Il ouvrit le petit carnet qu'il avait commencé et écrivit, la main à peine tremblante, « La tempête n'est pas mon ennemi. Elle est ma raison d'être. Je suis le gardien de la flamme, et cette nuit, je comprends ce que cela signifie. » Les heures passèrent, rythmées par les assauts des vagues et la rotation constante de la lumière. Vers minuit, la tempête commença enfin à montrer des signes de fatigue. Le vent perdit progressivement de sa force, les éclairs s'espacèrent, et les vagues, bien que toujours impressionnantes, retrouvèrent une certaine régularité. Quand l'aube pointa enfin, elle révéla un monde transformé. La mer était encore houleuse, mais la fureur avait quitté ses eaux. Le ciel, lavé par la tempête, était d'un bleu profond et cru, sans la moindre brume. Partout, des traînées d'écume blanche dessinaient des motifs complexes sur l'eau sombre, comme les cicatrices de la bataille nocturne. Elias, épuisé mais exalté, descendit du phare et sortit sur le rocher. L'air était d'une pureté cristalline, chargé de cette odeur particulière qui suit les grandes tempêtes. Un mélange de sel, d'ozone et de nouveauté. Partout, des traces du passage de la tempête. Des algues accrochées haut sur les rochers, des morceaux de bois provenant de navires lointains, des coquillages brisés. Les oiseaux commençaient à réapparaître, d'abord timidement, puis en nombre croissant.
Leurs cris, qui avaient paru si bruyants les jours précédents, lui semblaient maintenant doux et rassurants. Le vétéran était à son poste habituel, lissant ses plumes avec une dignité retrouvée. En remontant au phare, Elias s'arrêta devant la porte de chêne. Les embruns avaient laissé des traînées blanchâtres sur le bois noirci comme des larmes de sel. Il posa la main sur la surface rugueuse, sentant la solidité du bois, la fermeté des ferrures. Cette tempête avait été bien plus qu'une épreuve météorologique, elle avait été une initiation. Elias n'était plus simplement le gardien du phare, il était devenu partie intégrante de cette lutte éternelle entre la terre et la mer, entre la lumière et l'obscurité. Quand il se recoucha enfin, le soleil était déjà haut dans le ciel. Le ronronnement familier de la lanterne lui parut cette fois non pas comme un bruit de fond, mais comme une mélodie victorieuse. La tempête était passée. Le phare tenait toujours. Et lui aussi. Le calme revenu après la tempête avait une qualité particulière, comme si le monde retenait son souffle dans le sillage de la fureur déchaînée. Elias, reposé après quelques heures de sommeil réparateur, se réveilla avec une curiosité nouvelle. La niche secrète derrière le panneau de laiton dans la salle de la lanterne l'appelait, promettant des réponses aux questions qu'il commençait à peine à formuler. Il commença sa journée par les tâches habituelles, mais aujourd'hui, chaque geste était empreint d'une conscience différente. En nettoyant les lentilles, il imaginait les mains qui avaient accompli ce même rituel avant lui. En remontant le poids de l'horloge, il sentit la présence des autres gardiens dans la résistance familière de la manivelle. Le phare n'était plus seulement une structure de pierre et de verre, mais un vaisseau temporel, naviguant à travers les générations. Après le déjeuner, il monta dans la salle de la lanterne avec un sentiment de solennité. La lumière du jour pure et crue après la tempête inondait la pièce, faisant scintiller le laiton et jouer dans les prismes de la lentille. Il actionna le mécanisme discret et la petite porte s'ouvrit avec son léger déclic familier. Cette fois, il sortit tous les carnets, les disposant soigneusement sur le banc de travail selon leur ordre chronologique. Il y en avait 12 au total, couvrant une période de près de 80 ans. Le plus ancien datait de 1938, le plus récent avait été commencé par son prédécesseur immédiat, l'homme aux yeux usés qui s'appelait Augustin. Il commença par le carnet le plus ancien, dont la couverture en cuir était craquelée et décolorée. L'écriture était ferme, anguleuse, celle d'un homme nommé Henri. Les premières entrées décrivaient son arrivée au phare en des termes presque identiques à ceux qu'Elias avait utilisés dans son propre journal. 18 mars 1938, premier jour. La brume ne se lève pas. J'ai compté les marches, 187. Le silence pèse 84 kilos, exactement mon poids. Elias sourit. Le même sentiment exprimé 80 ans plus tôt. Il continua sa lecture, découvrant peu à peu la personnalité d'Henri. C'était un homme méthodique, précis, qui notait scrupuleusement chaque détail de la vie du phare. Mais au fil des pages, la rigueur scientifique laissait place à une observation plus poétique. 23 juin 1938. Les oiseaux ont des noms maintenant. Le plus vieux s'appelle Charles. Il vient se percher sur le rebord de la lanterne les soirs de pleine lune. Nous regardons les étoiles ensemble. La lecture devenait hypnotique. Elias découvrit qu'Henri était resté 15 ans au phare, un record apparemment. Son journal décrivait l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, comment les lumières des navires avaient disparu, comment il avait parfois entendu des explosions au large. 12 août 1944. Un avion américain s'est écrasé au large cette nuit. J'ai vu les flammes. Ma lumière n'a pas pu les guider. Je n'ai jamais senti l'inutilité de cette tour aussi amèrement. Le carnet suivant datait de 1953, écrit par un certain Pierre, un ancien pêcheur.
Son écriture était plus hésitante, mais ses descriptions de la mer étaient d'une précision remarquable. La mer a 13 humeurs différentes, avait-il écrit. Aujourd'hui, elle est d'humeur soyeuse argent. Demain, peut-être sera-t-elle d'humeur colère écume. Pierre décrivait les poissons migrateurs, les saisons de pêche, les habitudes des mammifères marins avec l'œil d'un expert. 20 novembre 1955. Les baleines franches passent. Elles saluent le phare de leur souffle. Je leur réponds avec la lumière, c'est notre langage. Elias passait des heures à voyager ainsi à travers le temps. Chaque gardien avait laissé sa marque, sa personnalité unique. Il y avait Jean, le mathématicien, qui avait passé son temps à calculer la courbure de la Terre en observant l'horizon. Marie, la seule femme gardienne, qui était restée seulement 2 ans, mais avait laissé des descriptions magnifiques des couchers de soleil. Antoine, l'artiste, qui avait rempli son carnet de croquis délicats des oiseaux et des vagues. Mais c'est le carnet d'Augustin, son prédécesseur immédiat, qui le captivait le plus. L'écriture était calme, réfléchie, presque méditative. La solitude n'est pas l'absence des autres, mais la présence de soi-même dans sa vérité la plus nue, avait-il écrit dès la première page. Augustin était resté 12 ans au phare. Son journal décrivait une transformation progressive, un dépouillement. Année 3, j'ai arrêté de compter les jours. Le temps n'est plus une ligne droite, mais une spirale, comme notre escalier. Chaque jour, je monte et je descends, mais jamais au même endroit. Elias lut comment Augustin avait développé des relations profondes avec les oiseaux, comment il reconnaissait chaque individu, comment il avait même appris à interpréter leurs différents cris. Le vétéran est de mauvaise humeur aujourd'hui. La tempête arrive. Il tomba sur un passage qui le fit frémir. 15 janvier, année 7. J'ai trouvé les carnets aujourd'hui. Je ne suis plus seul. Henri, Pierre, Jean, Marie, Antoine. Ils marchent avec moi dans l'escalier. Leurs mains ont touché la même rampe. Leurs yeux ont vu les mêmes vagues. Nous sommes une fraternité invisible, liée par la lumière. Elias leva les yeux, regardant la rampe de fer usée. Augustin avait éprouvé la même révélation que lui. Il faisait partie de la même chaîne. La lecture se poursuivit, décrivant les dernières années d'Augustin. Année 10, ma vue baisse. Les étoiles deviennent floues. Mais je les connais si bien que je peux les dessiner les yeux fermés. Année 11, le nouveau moteur arrive demain. Le vieux a tenu 30 ans. Nous vieillissons ensemble, le phare et moi. La dernière entrée datait de 3 mois plus tôt. Fin de ma garde, un jeune homme arrive demain. J'espère qu'il comprendra. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. La lumière doit continuer, toujours. Elias referma le carnet, les yeux humides. Il comprenait maintenant le regard d'Augustin lorsqu'il était parti. Ce n'était pas de la fatigue, mais de détachement. Il avait accompli sa mission. Le soleil commençait à décliner quand Elias rangea soigneusement les carnets. Il prit le sien, encore presque vide, et commença à écrire. Mais cette fois, les mots venaient différemment. Il n'écrivait plus seulement pour lui, mais pour ceux qui viendraient après, pour perpétuer la chaîne. Je ne suis pas le gardien du phare, je suis le gardien d'une tradition. Chaque geste que je fais a été fait avant moi. Chaque pensée que je pense a été pensée avant moi. Et pourtant, tout est nouveau. Il décrivit la tempête, mais aussi le calme qui avait suivi. Il parla des oiseaux, du vétéran, des fidèles. Il mentionna les carnets, la découverte de cette fraternité silencieuse. Quand il releva la tête, la nuit était tombée. La lanterne tournait, projetant son faisceau dans l'obscurité, mais maintenant, Elias voyait autre chose dans cette lumière. Il voyait la persistance d'Henri à travers la guerre, la sagesse de Pierre lisant l'humeur de la mer, la précision de Jean calculant la courbure terrestre, la sensibilité de Marie décrivant les couchers de soleil,
l'art d'Antoine capturant la beauté éphémère et la paix intérieure d'Augustin après 12 ans de service. Il monta dans la salle de la lanterne pour sa veille nocturne, mais ce soir, il n'était pas seul. Les anciens étaient avec lui. Il pouvait presque les sentir autour de lui, regardant par-dessus son épaule, approuvant de la tête. Quand le faisceau lumineux balaya l'océan, Élias comprit qu'il ne projetait pas seulement de la lumière, mais de l'histoire. Chaque rotation portait avec elle les espoirs, les doutes, les triomphes et les échecs de tous ceux qui avaient veillé avant lui. En redescendant au petit matin, il s'arrêta à mi-hauteur de l'escalier, à l'endroit où la marche grinçait particulièrement. Il savait maintenant que Henri, Pierre, Marie, Jean, Antoine et Augustin s'étaient tous arrêtés à cet endroit exact, peut-être pour les mêmes raisons. Le phare n'était plus une structure inanimée, c'était un être vivant, dont la mémoire était conservée dans ses carnets, dont l'âme était faite de la somme de toutes les vies qui l'avaient habité. Élias ouvrit à nouveau son carnet avant d'aller se coucher. « Aujourd'hui, j'ai rencontré mes frères et sœurs. Le phare est notre maison commune, traversant le temps. Je ne suis plus Élias, gardien solitaire. Je suis le maillon actuel d'une chaîne dorée. La lumière continue, et moi aussi. » Dehors, le premier cri du vétéran saluait l'aube naissante. Tout était comme avant, mais rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent la découverte des carnets s'écoulèrent dans une lumière différente. Élias ne se contentait plus d'observer le monde autour de lui. Il cherchait maintenant à le comprendre, à en décrypter les signes et les symboles, comme si le rocher tout entier n'était qu'un livre ouvert dont il devait apprendre la langue secrète. Cette nouvelle quête commença par les marées. Jusque-là, il les avait subies comme des phénomènes naturels inéluctables, mais maintenant, il se mit à les étudier avec l'attention d'un savant. Il passa des heures à observer le balai précis de l'océan, notant dans son carnet les cycles complexes qui régissaient la respiration du monde. La mer ne se contentait pas de monter et descendre, elle vivait, elle respirait, et chaque mouvement avait sa signification. Élias découvrit que la marée basse révélait un monde caché, un jardin secret que la mer ne consentait à montrer qu'à de rares moments. Des grottes sous-marines apparaissaient, leurs parois couvertes d'anémones aux couleurs vives qui se rétractaient au contact de l'air. Des forêts de laminaires se dévoilaient, leurs longues feuilles brunes formant des canopées sous lesquelles vivaient des écosystèmes entiers. Des bassins naturels se formaient, peuplés d'étoiles de mer, de oursins et de petits poissons piégés jusqu'au retour de l'eau. Élias apprit à reconnaître les différentes personnalités de la mer. Il y avait la mer de soie, plate et luisante les jours de calme, la mer de perles, quand le soleil frappait les vagues de biais et les transformait en millions de gemmes liquides, la mer de plumes, lorsque la brume légère effleurait la surface, et la mer de colère, bien sûr, qu'il avait déjà rencontrée. Mais sa véritable découverte fut le langage du vent. En lisant le carnet de Pierre, l'ancien pêcheur, il avait appris que le vent n'était pas une simple force, mais une voix. Chaque direction, chaque intensité avait sa propre signification. Le vent d'Est apportait avec lui l'odeur des terres lointaines et une certaine mélancolie. Le vent d'Ouest était chargé des senteurs sauvages de l'océan ouvert. Le vent du Nord, froid et coupant, annonçait souvent le mauvais temps. Le vent du Sud, doux et humide, parlait de pluie et de renouveau. Élias passa des journées entières à écouter cette symphonie éolienne. Il apprit à distinguer le sifflement aigu du vent dans les haubans de la lanterne, du grondement plus grave qui passait entre les rochers. Il découvrit que le vent chantait différemment selon l'heure. Le matin, sa voix était fraîche et prometteuse. L'après-midi, elle devenait lasse et traînante. Le soir, elle se faisait confidentielle, presque chuchotante. Ses relations avec les habitants du rocher évoluèrent également. Les oiseaux, qu'il avait d'abord tolérés, commencèrent à l'accepter comme une partie intégrante de leur paysage.
Le vétéran, le fou de Bassan au caractère bien trempé, venait maintenant se percher régulièrement sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, attendant sa part des restes de poisson. Elias avait appris à reconnaître son cri particulier, un appel rauque et bref qui signifiait « Je suis là, où est ma nourriture ?» Les fidèles, le couple de pingouins Torda, avaient construit leur nid dans une anfractuosité juste en contrebas de la tour. Elias pouvait maintenant les observer pendant des heures, fasciné par la complexité de leurs relations. Ils semblaient communiquer par de légers mouvements de tête, par la façon dont ils se frottaient le bec, par la position de leurs ailes. Il apprit à reconnaître leur chant d'amour, un doux roucoulement qui contrastait avec leurs cris habituels. Un matin, en explorant la face nord du rocher, celle qui faisait face au large et subissait de plein fouet les assauts des tempêtes, Elias fit une découverte extraordinaire. Derrière un rideau de goémons accroché à la paroi, il trouva une petite grotte qu'aucun des carnets ne mentionnait. L'entrée était si étroite qu'il dut se glisser sur le ventre, et l'intérieur était si sombre qu'il dut attendre que ses yeux s'habituent. Quand sa vision s'ajusta, il retint son souffle. La grotte était tapissée de cristaux qui scintillaient faiblement dans la pénombre. Mais ce n'était pas le plus extraordinaire. Sur les parois, des générations d'oiseaux marins avaient gravé des milliers de marques avec leur bec. Ce n'étaient pas des dessins, comme ceux de la grotte précédente, mais plutôt une sorte de calendrier naturel, une chronologie des saisons et des cycles. Les oiseaux tenaient leurs propres annales, transmettant leur savoir de génération en génération sur ces parois de pierre. Cette découverte le plongea dans une réflexion profonde. Le rocher n'était pas seulement habité, il était le dépositaire d'une mémoire collective, d'une sagesse ancienne, qui dépassait de loin la sienne. Les oiseaux, les crabes, les poissons, les plantes, tous participaient à cette grande conversation silencieuse dont il ne commençait qu'à percevoir les murmures. Il commença à noter ses observations dans un nouveau cahier qu'il dédia spécifiquement à cette étude. Il y consignait les comportements des animaux, les changements de temps, les cycles des marées, les phases de la lune. Peu à peu, des motifs émergèrent. Il put prédire l'arrivée du mauvais temps 2 jours à l'avance, rien qu'en observant le comportement des oiseaux. Il sut quand les baleines passeraient au large en étudiant la direction du vent et la température de l'eau. Un soir, alors qu'il était assis sur son rocher préféré, une plateforme naturelle qui surplombait l'océan, il eut une révélation. Il n'était pas le gardien du phare, ni même le gardien du rocher. Il était l'élève. Le phare, les oiseaux, la mer, le vent, tous étaient ses professeurs, et il lui enseignait une leçon simple mais profonde. Tout est connecté, tout communique, tout a un sens pour qui sait écouter. Cette nuit-là, pendant sa veille, il laissa toutes les fenêtres de la lanterne ouvertes. Le vent entra, apportant avec lui les parfums de la nuit, les cris des oiseaux endormis, le murmure des vagues. La lumière tournait, balayant l'obscurité, mais pour la première fois, Elias sentait qu'elle n'éclairait pas seulement le chemin des navires, mais qu'elle faisait partie de cette grande conversation, qu'elle était la voix du rocher dans la nuit. Quand l'aube arriva, teignant le ciel de couleur pastel, Elias se sentit transformé. Il n'était plus un étranger sur ce rocher, mais un initié. Il comprenait maintenant pourquoi Augustin était resté 12 ans, pourquoi Henri était resté 15. Ce n'était pas par devoir, mais par fascination. Chaque jour apportait son lot de découvertes, chaque nuit ses révélations. Il ouvrit son carnet et écrivit « Je ne protège plus la lumière, je fais partie de la lumière. Je ne surveille plus le rocher, je fais partie du rocher. Les éléments ne sont plus autour de moi, ils sont en moi. Et moi, je suis en eux. » Dehors, le vétéran poussa son cri matinal. Mais cette fois, Elias comprit ce qu'il disait. Ce n'était pas simplement un cri, mais une salutation, une reconnaissance. « Bonjour, frère humain,
La journée commence. Écoutons ce que le monde a à nous dire aujourd'hui. » Élias sourit et répondit à voix basse. « Bonjour, vieil ami. J'écoute. » Le langage des éléments n'avait plus de secret pour lui. Il avait trouvé sa place dans le grand cœur de la nature. Et pour la première fois, depuis bien longtemps, peut-être depuis toujours, il se sentit parfaitement à sa place. Le changement commença de manière presque imperceptible, comme si l'univers retenait son souffle avant de révéler son plus beau secret. C'était le 23e jour d'Élias au phare, et tout semblait normal jusqu'à ce que, vers midi, il remarque un silence inhabituel. Les oiseaux s'étaient tus, non pas comme avant la tempête, mais avec une sorte de respect solennel. Même le vent avait cessé de chanter, et la mer s'était transformée en une surface de verre poli, si calme qu'elle reflétait le ciel avec une perfection déconcertante. Élias sentit qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. L'air lui-même semblait différent, chargé d'une énergie subtile qui faisait frissonner sa peau. En consultant les carnets des anciens, il trouva des mentions éparses d'un phénomène rare que Pierre avait appelé la nuit des miracles. Mais les descriptions en étaient vagues, presque rêveuses, comme si les mots ne pouvaient capturer l'essence de l'expérience. Comme le soleil commençait à descendre vers l'horizon, Élias remarqua que la lumière prenait une qualité particulière. Elle n'était plus que blanche ou dorée, mais teintée de nuances violettes et vertes qui semblaient imprégner chaque particule d'air. Les ombres s'allongeaient avec une netteté surnaturelle, et le granit du phare lui-même paraissait absorber la lumière pour la restituer en un faible éclat interne. Quand le crépuscule arriva, ce fut comme aucun autre qu'il avait connu. Le ciel ne passa pas par les habituelles teintes d'orange et de rose, mais se para directement de pourpre et d'indigo, comme si la nuit essayait d'exprimer quelque chose qui dépassait son vocabulaire habituel. Les premières étoiles apparurent, mais elles n'étaient pas fixes, elles dansaient, trembletaient, comme excitées par l'attente de ce qui allait venir. Élias monta dans la salle de la lanterne et éteignit les lampes. Il sentit que ce soir sa lumière humaine serait superflue, presque intrusive. Il s'assit sur le sol, le dos contre la paroi de verre tiède, et attendit. Ce fut d'abord la mer qui révéla le premier miracle. Vers 20 heures, alors que la nuit était maintenant complète, les vagues commencèrent à s'illuminer. Ce n'était pas le simple reflet des étoiles, mais une lumière venue des profondeurs, une phosphorescence bleu-verte qui transformait chaque mouvement de l'eau en une traînée de diamants liquides. Quand une vague se brisait contre les rochers, c'était une explosion d'étoiles terrestres, une gerbe de lumière vivante qui retombait en une pluie étincelante. Élias, médusé, descendit du phare et s'approcha du bord de l'eau. En se penchant, il vit que chaque goutte qui tombait de ses doigts dans l'eau créait un petit halo lumineux. Les poissons nageant près de la surface dessinaient des constellations mouvantes, et les méduses ressemblaient à des vaisseaux extraterrestres, leurs cloches pulsant d'une lumière intérieure. Mais le spectacle ne faisait que commencer. Alors qu'il levait les yeux vers le ciel, il vit que les étoiles commençaient à tomber. Pas une ou deux étoiles filantes comme il en voyait parfois, mais des dizaines, puis des centaines, puis des milliers. C'était une véritable pluie de météores, un balai cosmique qui transformait la voûte céleste en un feu d'artifice divin. Les traînées lumineuses n'étaient pas blanches comme d'habitude, mais teintées de vert, de bleu, de violet, comme si le ciel répondait à la lumière de la mer. Certains météores étaient si brillants qu'ils projetaient des ombres fugaces sur le rocher, et d'autres laissaient derrière elles des traînées persistantes qui dansaient dans les courants atmosphériques avant de se dissiper lentement. Élias se tenait au centre de ce double spectacle.
la terre et le ciel, unis dans une célébration lumineuse. Il sentait les vibrations des étoiles filantes dans l'air, comme un chuchotement cosmique qui lui parlait directement. La lumière de la mer répondait à celle du ciel, créant un dialogue silencieux entre les deux immensités. Puis vint le troisième miracle, le plus subtil, mais peut-être le plus profond. Alors qu'il regardait le spectacle, Élias commençait à percevoir les liens invisibles qui unissaient toutes choses. Il voyait comment la lumière des étoiles influençait les marées, comment le plancton bioluminescent répondait au cycle lunaire, comment tout dans l'univers était connecté dans une danse complexe et parfaite. Il comprit soudain pourquoi les anciens avaient eu du mal à décrire cette expérience. Ce n'était pas simplement un spectacle visuel, mais une expérience sensorielle totale qui engageait l'âme autant que les sens. L'air qu'il respirait semblait chargé de connaissances anciennes, et chaque particule de lumière qui dansait autour de lui portait un fragment de vérité universelle. Élias ferma les yeux un moment, mais le spectacle continua. Il pouvait le sentir dans tout son être, comme si ses cellules répondaient à cette célébration cosmique. Quand il rouvrit les yeux, il vit que les oiseaux s'étaient réveillés et regardaient aussi, silencieux, comme s'ils assistaient à un rituel sacré auquel ils participaient depuis des millénaires. Le vétéran était perché sur un rocher voisin, ses plumes légèrement illuminées par la lumière ambiante. Il tourna la tête vers Élias et, dans son regard, celui-ci crut voir une compréhension partagée, une reconnaissance que cette nuit était spéciale, qu'elle transcendait les barrières entre les espèces. La nuit avançait, mais le spectacle ne faiblissait pas. Au contraire, il semblait s'intensifier, comme si l'univers déployait toute sa splendeur pour ce témoin privilégié. Élias sentit les frontières de son individualité se dissoudre. Il n'était plus Élias, gardien de phare, mais une conscience pure, un point d'observation au sein d'un cosmos vivant et conscient. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de joie, c'était une réponse physique à la beauté absolue, à la reconnaissance d'avoir été jugé digne d'assister à un tel mystère. Quand les premières lueurs de l'aube apparurent à l'horizon, le spectacle commença lentement à s'estomper. La bioluminescence de la mer s'atténua, les étoiles filantes se firent plus rares, mais une paix profonde s'était installée sur le rocher. Élias comprit que ce qu'il avait vécu n'était pas qu'un phénomène naturel, mais une révélation, un cadeau que l'univers offrait à ceux qui savaient regarder. Il retourna au phare, ses pas légers, comme s'il marchait sur un sol sacré. Dans la salle de la lanterne, il ralluma les lampes, mais cette fois, la lumière lui parut différente. Ce n'était plus simplement une lumière pratique, mais une extension de la lumière cosmique qu'il venait de contempler. Une petite partie de cette splendeur infinie qu'il avait eu le privilège d'entrevoir. Quand le soleil se leva finalement, inondant le monde de sa lumière familière, Élias se sentit transformé. Il avait toujours su intellectuellement qu'il faisait partie d'un univers vaste et merveilleux, mais maintenant, il le savait avec chaque fibre de son être. La nuit des miracles lui avait montré que la magie n'était pas une exception, mais la règle fondamentale de l'existence, et que les miracles n'étaient rares que parce que nous avions oublié comment les voir. Il ouvrit son carnet, mais les mots lui manquaient. Comment décrire l'indescriptible? Comment capturer dans de simples phrases l'expérience d'avoir touché l'infini? Finalement, il n'écrivit qu'une seule phrase. Aujourd'hui, j'ai compris que je ne vis pas dans l'univers, mais que l'univers vit en moi. Dehors, le monde avait retrouvé son apparence normale, mais Élias savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Il avait vu derrière le voile de la réalité ordinaire, et bien que le voile se soit refermé, il savait maintenant ce qui se cachait derrière. Le vétéran poussa son cri matinal, et cette fois,
Élias y entendit un nouvel écho, la résonance de la nuit des miracles qui persistait, subtile mais réelle, dans la lumière du jour nouveau. Les semaines qui suivirent la nuit des miracles s'écoulèrent dans une lumière transformée. Élias ne regardait plus le monde de la même manière. Chaque phénomène naturel, si ordinaire soit-il, portait désormais l'écho de cette révélation cosmique. Et c'est avec ses yeux nouveaux qu'il commença à percevoir les changements subtils, annonciateurs du grand cycle des saisons. Les premiers signes apparurent dans le comportement des oiseaux. Le vétéran, qui avait été son compagnon constant, commençait à montrer des signes d'agitation. Ses allers-retours vers le large se firent plus fréquents et il passait de longues heures à lisser méticuleusement son plumage. Élias comprit, en consultant les carnets des anciens, que c'était le début de la grande migration automnale. Les oiseaux marins se préparaient à quitter le rocher pour des cieux plus cléments, suivant des routes ancestrales tracées dans leur mémoire génétique. Chaque matin, maintenant, Élias constatait que les colonies étaient moins nombreuses. Les cris qui avaient formé la bande-son de son isolement se faisaient plus rares, remplacés par un silence grandissant qui annonçait l'hiver à venir. Les fidèles, le couple de Pingua-Torda, étaient parmi les derniers à rester. Élias les observait avec une affection particulière, notant dans son journal leurs dernières parades, leurs derniers échanges, comme s'il savait que leur temps ici touchait à sa fin. La mer aussi changeait de caractère. Les eaux perdaient leur teinte bleu-vert d'estivant pour prendre des reflets d'acier et de graphite. La température baissait sensiblement, et les embruns qui s'écrasaient contre le phare étaient maintenant glacés, laissant des traces de givre sur les vitres dès le crépuscule. Les vagues se faisaient plus lourdes, plus lentes, comme si l'océan lui-même se préparait au grand sommeil hivernal. Élias remarqua que les marées montaient plus haut, grignotant des portions du rocher qui étaient restées émergées tout l'été. La mer reprenait son territoire, inch par inch, dans un mouvement patient et inexorable. Les tempêtes devinrent plus fréquentes, mais elles n'avaient plus la violence explosive de celles qu'il avait connues en automne. C'étaient plutôt de longues plaintes hivernales, des gémissements du vent qui pouvaient durer des jours entiers. Le changement le plus profond, cependant, fut dans la lumière. Les jours raccourcissaient rapidement, et le soleil ne faisait plus que de brèves apparitions, glissant bas sur l'horizon avec une indifférence royale. Les levées de soleil n'étaient plus ces explosions de couleurs qu'il avait connues en été, mais des transitions lentes et subtiles entre différentes nuances de gris. Les nuits, en revanche, s'allongeaient démesurément, offrant des ciels d'un noir velouté où les étoiles brillaient avec une intensité presque douloureuse. Élias adapta sa routine à ce nouveau rythme. Ses tours de garde dans la lanterne commençaient maintenant plus tôt et se terminaient plus tard. Il passait de longues heures à observer les étoiles, reconnaissant les constellations qui avaient tourné depuis son arrivée. La Grande Ourse, qui était haut dans le ciel pendant les nuits d'été, rampait maintenant près de l'horizon. Orion le chasseur faisait son apparition triomphale, dominant le ciel nocturne de sa ceinture étincelante. La solitude, qui avait été peuplée et vivante pendant les mois précédents, prenait maintenant une qualité différente. Avec le départ des oiseaux et l'assoupissement de la mer, Élias se retrouvait face à lui-même, d'une manière nouvelle. Les distractions extérieures s'étaient estompées, le forçant à regarder à l'intérieur. Il passait des heures à relire les carnets des anciens, découvrant que chacun d'eux avait décrit cette transition avec des mots similaires, un sentiment de dépouillement, de retour à l'essentiel. Les températures continuèrent d'abaisser. Un matin, Élias se réveilla pour découvrir que le rocher était couvert d'une fine couche de givre qui scintillait sous les rares rayons du soleil. Les embruns gelés, accrochés aux cordages et aux rebords des fenêtres, formaient maintenant de délicates sculptures de glace qui changeaient de forme chaque jour. La mer elle-même commençait à montrer des signes de glaciation près des rochers,
où une fine pellicule de glace se formait pendant la nuit pour se briser avec les premières vagues du matin. Élias découvrit la beauté austère de l'hiver naissant. Les paysages, dépouillés de leurs couleurs vives, révélaient des structures et des formes qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Les veines de quartz dans le granit du phare, les courbes des dunes de galets, les silhouettes des rochers érodés, tout prenait une nouvelle dimension dans cette lumière rasante de l'hiver. Sa relation avec le phare elle-même évolua. Alors que les conditions extérieures devenaient plus hostiles, la tour devint plus qu'un simple abri. Elle devint un cocon, un ventre maternel qui le protégeait des éléments déchaînés. Élias développa une gratitude nouvelle pour l'épaisseur des murs de granit, pour la fiabilité du moteur de la lanterne, pour la chaleur du poêle à bois. Chaque craquement de la structure dans le vent, chaque vibration familière du mécanisme devenait une preuve de résistance, une affirmation de vie dans l'immensité hostile. Les nuits les plus claires, quand la lune illuminait le paysage gelé, Élias sortait faire le tour du rocher. Le monde était transformé en gravure en noir et blanc, chaque détail accentué par les ombres longues et les reflets argentés. Le silence était si absolu qu'il pouvait entendre le craquement de la glace se formant sur les flaques d'eau, le grésillement des étoiles dans le ciel nocturne, le battement de son propre cœur. Un soir, alors qu'une tempête de neige faisait rage à l'extérieur, Élias s'installa dans la salle de la lanterne avec tous les carnets des anciens. Il les ouvrit aux pages décrivant l'hiver et découvrit qu'ils formaient ensemble une sorte de guide de survie spirituelle. Henri décrivait la méditation comme un moyen de traverser les longues nuits. Pierre parlait de l'importance des rituels quotidiens. Augustin évoquait la nécessité de faire la paix avec soi-même. Élias comprit que l'hiver n'était pas une punition, mais une opportunité. Une chance de se dépouiller des non-essentiels, de faire le point, de grandir intérieurement. Chaque gardien avant lui avait traversé cette épreuve, et chacun en était sorti transformé. Quand la tempête se calma finalement, révélant un monde entièrement blanchi, Élias sortit et traça ses initiales dans la neige vierge. C'était un geste dérisoire et il le savait. La prochaine tempête effacerait toute trace, mais c'était aussi un acte de foi. Une affirmation de sa présence, de son passage dans ce lieu hors du temps. De retour à l'intérieur, il ouvrit son carnet et écrivit « L'hiver n'efface pas la vie, il la révèle. Sous la neige, sous la glace, la vie persiste, attend, se prépare. Je suis comme ces graines endormies dans le sol gelé. Je ne sais pas ce que le printemps apportera, mais je sais que je serai différent. » Le lendemain matin, il découvrit que les fidèles avaient finalement quitté le rocher. Leur nid était vide, recouvert d'une fine couche de neige. Élias éprouva une pointe de tristesse, mais aussi une étrange sérénité. Le cycle continuait. Le rocher appartenait maintenant à l'hiver, et lui en était l'humble gardien. Alors qu'il commençait sa tournée quotidienne, il remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, de délicates fleurs de givre qui avaient poussé pendant la nuit sur les vitres de la lanterne. Chaque cristal était unique, une œuvre d'art éphémère créée par le vent et le froid. Élias les contempla longuement, voyant dans leur fragile perfection le symbole de cet hiver naissant, dur, exigeant, mais d'une beauté à couper le souffle. La saison du dépouillement avait commencé, et Élias, comme le phare lui-même, était prêt à affronter les longues nuits à venir, fortifié par la connaissance que après l'hiver viendrait toujours le printemps, dans le cycle éternel des saisons et des vies.
Le 40e jour d'Élias au phare commença comme les précédents, dans le silence cristallin de l'hiver naissant. La mer était d'un gris d'acier, parcouru de vannes d'écume blanche que le vent poussait vers l'est. Le froid avait installé sa domination sur le rocher et Élias devait maintenant briser une fine couche de glace dans le seau d'eau chaque matin avant de préparer son thé. Ce matin-là, alors qu'il effectuait sa tournée d'inspection autour du phare, quelque chose d'inhabituel attira son regard. Sur la plage de Galets Nord, là où les vaches déposaient habituellement des algues et des débris de bois, un objet brillant captura la lumière faible du soleil hivernal. En s'approchant, Élias découvrit que c'était une bouteille en verre, d'un verre ancien, partiellement enfoui dans les cailloux et la glace. Son cœur battit plus vite. Une bouteille à la mer, le symbole ultime de l'espoir et de la solitude, qu'il n'avait jusqu'alors rencontré que dans les livres. Il la décagea délicatement, sentant le verre froid sous ses doigts gantés. La bouteille était lourde, et en la portant à la lumière, il distingua une forme roulée à l'intérieur. Un message. De retour dans la chaleur de la cuisine, il mit longtemps à se décider à l'ouvrir. Cette bouteille représentait un pont entre son isolement choisi et le monde qu'il avait quitté. Finalement, avec des mains légèrement tremblantes, il utilisa un couteau pour extraire le bouchon de liège, qui résista avant de céder avec un bruit sec. Le message était écrit sur un parchemin épais, à l'encre noire qui avait légèrement bavé. L'écriture était ferme, élégante, celle d'une personne âgée, pensa Élias. Il déroula le papier et lut. « À l'âme qui trouvera ce message, si vous lisez ces mots, sachez que vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Éléonore et j'ai 83 ans. Depuis 60 ans, j'écris un message par an que je confie à la mer depuis la falaise où ma maison est construite, au nord de votre position. Je ne sais pas si quelqu'un les a jamais trouvés, mais l'espoir me tient compagnie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mari, disparu en mer il y a bien longtemps. Le phare que vous gardiez brillait cette nuit-là, mais la tempête était trop forte. Pourtant, je ne garde aucune amertume. La mer donne et reprend, c'est sa nature. Si vous trouvez ceci, sachez qu'une vieille femme pense à vous là-bas, sur son rocher, et peut-être qu'un jour, nos solitudes se rencontreront. Avec espoir, Éléonore de la Falaise Blanche. Élias relut le message plusieurs fois, et les doigts crispés sur le papier. Éléonore. Un nom, une histoire, une présence réelle quelque part au nord. Il calcula mentalement. Si elle écrivait depuis 60 ans, cela faisait 60 bouteilles lancées à la mer, 60 messages flottants quelque part dans l'océan, 60 appels silencieux. Pendant les jours qui suivirent, le message d'Éléonore transforma la solitude d'Élias. Il n'était plus seul sur un rocher perdu, il faisait partie d'un réseau invisible de solitaires, de veilleurs, d'âmes qui habitaient les marges du monde. Il passa des heures à observer l'horizon nord, essayant d'imaginer la falaise blanche, la vieille maison, Éléonore regardant la mer en pensant à son mari, au phare, à toutes les bouteilles qu'elle avait lancées. Il décida de répondre. Mais comment ? Il n'avait pas de bouteille, pas de parchemin. Puis, il se souvint des carnets des anciens. Dans la niche secrète, il trouva un carnet presque vide, celui de Marie, la gardienne qui n'était restée que 2 ans. Elle avait laissé quelques pages vierges à la fin. Élias en détacha une soigneusement. Sa réponse fut longue à venir. Il écrivit, ratura, recommença. Que dire à une inconnue qui avait lancé 60 bouteilles sans jamais savoir si elles étaient trouvées ? Finalement, les mots vinrent naturellement. Chère Éléonore, votre message a trouvé son port. Je m'appelle Élias et je garde le phare que votre mari a vu briller lors de sa dernière nuit. Sachez que la lumière brille toujours, fidèle, et qu'elle veille sur toutes les âmes en mer, passées et présentes. Votre message m'a rappelé que la solitude est une illusion. Nous sommes tous connectés, comme les étoiles dans le ciel nocturne.
séparés par des distances immenses, mais faisant partie de la même constellation. Je vous remercie pour vos 60 années d'espoir. Elles m'ont atteint et elles comptent. Avec respect, Elias, du phare des brumes oubliées. Il trouva une petite bouteille dans la réserve de médicaments, la vida de son contenu périmé et y glissa soigneusement son message. Le bouchon fut scellé avec de la cire de bougie, comme il l'avait lu dans les livres d'aventure de son enfance. Le lancement eut lieu par une journée rarement calme. La mer était huileuse, le vent presque nul. Elias choisit le moment où la marée commençait à monter, espérant que le courant porterait sa bouteille vers le nord, vers la falaise blanche. Lorsqu'il lança la bouteille à l'eau, elle flotta un instant, semblant hésiter, puis fut prise par une vague qui l'emporta vers le large. Ce geste simple, ce pari sur l'improbable, changea quelque chose en Elias. Il avait établi un lien, si ténu soit-il, avec le monde extérieur. Et ce lien, au lieu de briser la magie de son isolement, l'enrichissait. Les jours suivants, il guetta l'horizon avec une attention redoublée. Non pas qu'il s'attende à voir une réponse, la probabilité était infinitésimale, mais parce qu'il savait maintenant que derrière l'apparente immensité vide se cachaient d'autres âmes solitaires, d'autres veilleurs. Une semaine plus tard, alors qu'il inspectait la face est du rocher, il fit une autre découverte. Accroché à une saillie de granit, un objet métallique rouillé brillait faiblement. C'était une boîte en fer, du type de celle utilisée autrefois pour ranger les biscuits de marin. Elle était lourde, scellée par la rouille. Elias mit plusieurs jours à l'ouvrir, utilisant de l'huile et des outils pour faire céder le couvercle. À l'intérieur, protégé par la boîte étanche, se trouvaient des photographies, des daguerréotypes réalisés selon une technique ancienne. Ils représentaient des gardiens du phare posant fièrement devant l'entrée, certains avec leur famille, d'autres seuls. Sur chaque photo, une date et un nom étaient inscrits au dos. 1872, Joseph et Mathilde. 1898, Charles. 1911, la famille Moreau. Elias les aligna sur la table de la cuisine, ces visages du passé qui avaient habité les mêmes murs, gravi les mêmes marches, veillé la même lumière. Ils souriaient pour la plupart, leurs yeux fixant l'objectif avec une sérénité qui transcendait le temps. Mathilde, particulièrement, avait un regard intense, profond, comme si elle voyait au-delà de l'appareil photo, au-delà du temps, droit dans l'âme d'Elias. Il passa l'après-midi à étudier ces visages, essayant de deviner leurs histoires, leurs espoirs, leurs peurs. Puis il eut une idée. Il prit le carnet d'Henri, le premier gardien dont il avait lu le journal, et chercha la date de 1872. Et là, il trouva une entrée. 15 juin 1872. Mathilde est arrivée aujourd'hui avec les enfants. Le phare n'est plus le même. Leurs rires remplissent l'escalier, et même la lumière semble plus brillante. Elias regarda la photo, et pour la première fois, Henri cessa d'être des mots sur une page pour devenir un homme réel, avec une femme, des enfants, une vie. Le passé n'était plus une abstraction, mais une réalité tangible, incarnée par ces visages souriants figés dans le métal. Cette découverte le poussa à entreprendre un projet. Il décida de créer une galerie des gardiens dans l'escalier. Sur une étagère qu'il escala à mi-hauteur, il disposa les photos, accompagnées d'extraits des carnets correspondants. Henri et Mathilde avec leurs citations sur les rires des enfants. Pierre avec sa description des humeurs de la mer. Marie avec ses observations des couchers de soleil. Antoine avec ses croquis. Augustin avec ses méditations.
L'escalier devint ainsi une chronique vivante, un musée intime qui racontait l'histoire du phare à travers ceux qui l'avaient habité. Chaque fois qu'Élias montait ou descendait, il passait devant ses visages, ses mots, ses vies. Il devenait sa compagnie, ses guides, ses amis. Un soir, alors qu'une tempête de neige faisait rage à l'extérieur, Élias s'assit dans la cuisine, avec les photos étalées devant lui. Il prit son propre carnet et commença à écrire, non pas pour lui-même, mais pour ceux qui viendraient après. Il décrivit la découverte de la bouteille, le message d'Éléonore, sa réponse, les photos, la galerie dans l'escalier. Il écrivit sur la façon dont ces connexions, ces ponts jetés à travers le temps et l'espace, avaient transformé sa solitude en quelque chose de riche et de profond. L'hiver s'installa sur le rocher, avec la détermination d'un conquérant. Chaque jour apportait son lot de transformations, subtiles d'abord, puis de plus en plus radicales. Élias se réveilla un matin pour découvrir que la mer avait gelé sur 50 mètres autour du phare, créant une banquise éphémère qui scintillait sous un soleil pâle et distant. Le monde était devenu monochrome, blanc, gris et noir, comme si la nature avait épuisé sa réserve de couleurs. Les premiers jours de ce grand froid furent une épreuve. Le vent s'infiltrait par les plus minuscules interstices, dessinant des arabesques de givre sur les parois intérieures. Élias dut doubler ses vêtements et ses mouvements devinrent plus lents, plus calculés, comme s'il économisait chaque parcelle de chaleur. Le phare lui-même semblait se rétracter, ses pierres craquant plus fort dans le froid, comme des os vieillissants. La routine devint une question de survie. Le matin, il devait casser la glace qui se formait dans les citernes d'eau. Le midi, il vérifiait les réserves de fioul, calculant mentalement combien de temps elles dureraient si la mer gelait complètement et empêchait tout ravitaillement. Le soir, il montait dans la lanterne plus tôt, allumait les lampes et regardait la lumière se refléter sur la surface glacée de l'océan, créant des effets spectaculaires qui transformaient la nuit en cathédrale de cristal. Mais c'était la solitude hivernale qui fut la plus difficile à apprivoiser. Avec le départ des derniers oiseaux migrateurs, le silence devint absolu. Plus de cris, plus de battements d'ailes, plus de vie visible. Seul le vétéran restait, devenu plus farouche, se contentant de brefs passages sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, avant de repartir vers des territoires que Élias ne connaissait pas. Un soir, alors qu'une tempête de neige particulièrement violente faisait rage, Élias se retrouva coupé du monde d'une manière qu'il n'avait encore jamais expérimentée. La neige tombait si drue qu'elle obscurcissait complètement les vitres de la lanterne. Le vent hurlait avec une force qui faisait vibrer la structure entière. Et soudain, vers minuit, les lampes de la lanterne s'éteignirent. Dans l'obscurité soudaine, le bruit devint assourdissant. Sans la lumière rassurante, sans le ronronnement familier du mécanisme, Élias se sentit vulnérable d'une manière nouvelle. Il descendit l'escalier à tâtons, ses mains cherchant la rampe familière dans le noir. Dans la réserve, il trouva les lampes à pétrole d'urgence, mais la panne était plus grave. Le moteur qui faisait tourner la lentille s'était arrêté. Pendant 2 heures, il lutta dans l'obscurité et le froid croissant, essayant de redémarrer le moteur. Ses doigts engourdis peinaient à manipuler les outils. Son souffle formait des nuages blancs dans l'air qui se refroidissait rapidement. Pour la première fois depuis son arrivée, une peur primitive l'étreignit. La peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur de sa mission. C'est alors qu'il se souvint des carnets d'Henri, le premier gardien. Dans un passage, Henri décrivait une panne similaire pendant un hiver particulièrement rigoureux. Quand la machine refuse de fonctionner, c'est à nos mains de prendre le relais. La lumière ne doit jamais s'éteindre.
Elias remonta dans la lanterne et, à la lueur vacillante d'une lampe à pétrole, il entreprit de faire tourner la lentille à la main. Le mécanisme était lourd, conçu pour être actionné par un moteur, et chaque rotation demandait un effort considérable. Mais au bout de quelques minutes, un rythme s'installa. La lentille se remit à tourner, lentement, irrégulièrement, mais elle tournait. La lumière était de retour, faible, vacillante, mais présente. Pendant le reste de la nuit, Elias tourna la manivelle, tombant dans une tranche méditative où le temps n'avait plus de sens. Ses muscles criaient, son dos le lançait, mais il persistait. À chaque rotation, la lumière balayait l'obscurité, projetant des ombres mouvantes sur les murs, dessinant des messages d'espoir dans la nuit tempétueuse. Quand l'aube arriva, pâle et timide, la tempête s'était calmée. Elias, épuisé mais victorieux, redescendit et réussit finalement à réparer le moteur. Alors qu'il regardait le mécanisme reprendre son fonctionnement normal, il comprit quelque chose d'essentiel. Il n'était pas simplement le gardien de la lumière, il en était devenu une partie intégrante. Les jours qui suivirent furent une succession d'épreuves et de petites victoires. La glace se forma autour de la base du phare, menaçant de bloquer la porte. Elias passa une journée entière à la briser avec une barre de fer, sentant chaque impact se répercuter dans ses bras endolorés. Les réserves de nourriture commencèrent à baisser dangereusement, l'obligeant à rationner ses repas. Le froid devint si intense que même à l'intérieur, son souffle se condensait en permanence. Mais dans cette adversité, Elias découvrit des ressources insoupçonnées en lui-même. Il apprit à apprécier la chaleur d'une simple tasse de thé comme un luxe suprême. Il découvrit la beauté des paysages gelés, les stalactites de glace qui pendaient du toit de la lanterne, les motifs complexes que le givre dessinait sur les vitres, la façon dont la neige transformait le rocher familier en terre à peu nue. Sa relation avec le phare évolua, elle aussi. La tour n'était plus simplement sa maison ou son lieu de travail, elle était devenue son partenaire dans cette lutte contre les éléments. Il apprit à reconnaître chacun de ses craquements, chacune de ses plaintes, chacun de ses soupirs. Il savait maintenant quelle marche grinçait, à quelle température, quelle fenêtre laissait passer le vent selon sa direction, quel mur restait le plus chaud la nuit. Un après-midi, alors qu'il inspectait la face nord du rocher, il fit une découverte qui lui donna des frissons. Sous une couche de glace transparente, il vit les empreintes fossilisées d'animaux préhistoriques. Des créatures qui avaient vécu ici des milliers d'années plus tôt, quand le rocher était encore connecté à la terre ferme. Ces traces anciennes lui rappelèrent que l'hiver qu'il vivait n'était qu'un instant dans l'histoire longue de ce lieu. Cette perspective le réconforta étrangement. Ses souffrances, ses doutes, ses peurs, tout cela avait été vécu avant lui et le serait après lui. Il n'était qu'un maillon dans la chaîne des êtres qui avaient habité ce rocher, chacun laissant sa marque, chacun contribuant à l'histoire du lieu. Le solstice d'hiver arriva, apportant la nuit la plus longue de l'année. Elias décida d'en faire une célébration. Il alluma toutes les lampes du phare, prépara un repas spécial avec ses dernières réserves et s'assit dans la salle de la lanterne pour observer les 16 heures d'obscurité. Ce fut pendant cette longue nuit qu'il eut la révélation la plus importante. Alors qu'il regardait les étoiles briller avec une intensité presque douloureuse dans le ciel glacial, il comprit que l'hiver n'était pas une punition, mais un enseignement. Le froid, l'obscurité, la solitude, tout cela le forçait à se dépouiller, à revenir à l'essentiel, à trouver en lui-même les ressources que le confort de la vie moderne lui avait fait oublier. Quand le soleil se leva enfin,
teignant l'horizon de couleurs si pâles qu'elles en étaient presque invisibles, Elias se sentit transformé. L'hiver avait fait de lui quelque chose de plus fort, de plus résilient, de plus authentique. Il ouvrit son carnet et écrivit « L'hiver m'a enseigné que la véritable force ne consiste pas à dominer les éléments, mais à apprendre à danser avec eux. Le froid n'est pas mon ennemi, mais mon professeur le plus sévère. Et dans le silence de la nature endormie, j'ai entendu la voix la plus importante, la mienne. Dehors, la glace commençait à fondre légèrement, annonçant le lent retour du printemps. Mais Elias savait que l'hiver n'était pas terminé. Il y aurait d'autres tempêtes, d'autres nuits glaciales, d'autres épreuves. Mais il était prêt. Il avait appris le langage de la glace, le chant du vent hivernal, la patience de la neige. En redescendant de la lanterne, il s'arrêta devant la galerie des gardiens. Les visages des anciens lui souriaient, et il crut percevoir dans leurs yeux une lueur de reconnaissance. Ils savaient. Ils avaient tous traversé leurs hivers, leurs épreuves, leurs nuits de doute, et ils étaient tous sortis transformés de l'autre côté. Elias leur sourit en retour. Il faisait partie de cette fraternité maintenant, initié au mystère de l'hiver, gardien non seulement de la lumière, mais de la flamme intérieure qui permet de traverser les obscurités les plus profondes. Le vétéran apparut alors sur le rebord de la fenêtre, couvert de givre, mais l'œil vif. Elias lui ouvrit, et l'oiseau entra, s'installant sur le dossier d'une chaise près du poêle. Pour la première fois, il restait, partageant la chaleur, acceptant pleinement la présence du gardien. Elias comprit alors que l'hiver avait aussi transformé leur relation. Dans l'adversité partagée, les dernières barrières étaient tombées. Ils n'étaient plus le gardien et l'oiseau, mais deux habitants du rocher, unis par leur résistance commune aux éléments déchaînés. Alors qu'il préparait le thé, Elias regarda par la fenêtre. La mer gelée étincelait sous le soleil faible, et au loin, il crut distinguer la forme lointaine d'un navire. La vie continuait, quelque part au-delà de leur îlot de glace, et lui, au centre de cette immensité blanche, se sentait paradoxalement au centre du monde. L'hiver n'était pas une fin, mais un commencement, et Elias, fortifié par les épreuves, était prêt à accueillir le printemps, quel qu'il soit. Le premier signe du changement fut presque imperceptible. Un matin, Elias se réveilla avec la sensation que quelque chose avait bougé dans l'équilibre silencieux de son rocher. Ce n'était pas un bruit, ni un mouvement, mais plutôt une qualité nouvelle dans l'air, une douceur qui n'existait pas la veille. En ouvrant les volets de la chambre, il découvrit que la banquise avait commencé à se fracturer, dessinant des failles bleutées dans la surface blanche. Les jours suivants apportèrent une transformation lente, mais inexorable. La glace reculait chaque jour un peu plus, libérant des morceaux de mer qui dansaient au soleil, comme des éclats de miroirs brisés. Le vent perdit de sa morsure hivernale, prenant une texture plus douce, presque caressante. Et puis un matin, Elias entendit à nouveau le cri des oiseaux, d'abord timide, lointain, puis de plus en plus nombreux et assurés. Le retour des migrateurs fut un spectacle qui le laissa sans voix. D'abord, ce furent les sternes arctiques, arrivant par vagues successives, leurs cris aigus déchirant le silence hivernal. Puis les guillemots, reprenant possession de leurs anciennes colonies avec une assurance de propriétaires. Enfin, les fous de bassin, dont le vétéran accueillit les premiers arrivants avec des cris qui semblaient mêler reproche et soulagement. Elias observait ce réveil du monde avec un mélange de joie et de mélancolie. L'hiver avait été dur, exigeant,
mais il y avait trouvé une forme de pureté, une essence dépouillée de tout superflu. Le retour de la vie, bien que magnifique, signifiait aussi la fin de cette intimité exclusive avec les éléments. Un après-midi, alors qu'il faisait le tour du rocher, il découvrit que les premières plantes commençaient à pointer à travers la neige fondante. De délicates pousses zertes s'élevaient courageusement vers le soleil encore pâle, et dans les anfractuosités protégées, quelques fleurs sauvages avaient déjà ouvert leurs corolles aux nuances improbables dans ce paysage encore largement hivernal. Ce fut vers la fin de la 2e semaine de ce dégel que le premier bateau apparut à l'horizon. Une petite embarcation de pêche, avançant lentement vers le nord. Elias, qui n'avait vu aucun navire depuis des semaines, éprouva une sensation étrange, comme si on venait troubler sa solitude, comme si on entrait sans frapper dans sa maison. Le bateau passa au large, ignorant le phare, et Elias ressentit un soulagement mêlé de déception. Le monde extérieur existait toujours, poursuivait sa course, et lui avait presque oublié son existence. Les changements s'accélérèrent. La mer reprit ses couleurs, d'abord des gris-bleus froids, puis des verts profonds, enfin des bleus qui rappelaient ceux de l'été. Les marées devinrent plus fortes, lessivant les dernières traces de l'hiver, apportant de nouvelles algues, de nouveaux débris, de nouvelles vies. Un matin, Elias découvrit que les fidèles étaient de retour. Ils avaient reconstruit leur nid dans la même anfractuosité et leur rituel amoureux avait repris comme si l'hiver n'avait été qu'une courte parenthèse. En les observant, Elias comprit que le cycle continuait, immuable, et qu'il n'en était que le témoin temporaire. C'est alors qu'il remarqua le premier signe tangible de sa propre transformation. En rangeant de la cuisine, il se surprit à chantonner, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Sa voix, un peu hésitante d'abord, puis plus assurée, remplissait la pièce d'une manière qui ne semblait pas déplacée. Le silence hivernal avait été brisé, non pas par un bruit intrusif, mais par une expression de lui-même qu'il avait oubliée. Les jours s'allongeaient rapidement maintenant. Les soirées de veille dans la lanterne commençaient plus tard, et les aurores arrivaient plus tôt. Elias passait de plus en plus de temps à l'extérieur, observant la renaissance du monde avec l'attention d'un scientifique et l'émerveillement d'un enfant. Un après-midi, il entreprit de faire l'inventaire des dégâts de l'hiver. Le sel et le gel avaient rouillé certains équipements. Des fissures étaient apparues dans le mortier entre les pierres, et le bois de la porte montrait des signes d'usure accélérée. Mais dans cet inventaire, il découvrit aussi la résilience incroyable de la structure. Le phare avait tenu, comme il tenait depuis 150 ans, et il tiendrait encore. Alors qu'il réparait un volet endommagé, une pensée le frappa. Son propre séjour au phare touchait à sa fin. Dans moins d'un mois, le bateau de ravitaillement viendrait, et avec lui soit son remplaçant, soit la décision de prolonger son séjour. Cette perspective, qui aurait dû le réjouir, lui causa une étrange sensation de perte. Le soir, il monta dans la lanterne plus tôt que d'habitude et regarda longuement l'horizon. Le monde qu'il avait quitté lui semblait maintenant lointain, presque irréel. Les préoccupations qui l'avaient poussé à venir ici, l'épuisement professionnel, le sentiment d'être déconnecté, la recherche de sens, lui apparaissaient maintenant comme les symptômes d'une maladie dont il avait guéri. Pendant les jours qui suivirent, Elias entreprit de préparer le phare pour la transition. Il nettoya chaque pièce avec un soin particulier, rangea les carnets des anciens dans leur niche secrète, vérifia chaque équipement. C'était comme s'il préparait la maison pour un nouvel hôte, mais en réalité, il disait au revoir à chaque partie de lui-même qui s'était développée ici. Il commença aussi à écrire une lettre pour son successeur éventuel, non pas le journal de bord officiel, mais un guide personnel, comme ceux que les anciens avaient laissés et qu'il avait découverts. Il y décrivait les particularités du phare, les habitudes des oiseaux, les signes annonciateurs du mauvais temps, les petites astuces pour survivre à l'hiver. Et surtout, il y écrivait ce qu'il avait appris.
Ce phare n'est pas une prison, mais un sanctuaire. La solitude n'est pas une punition, mais un cadeau. Ici, on n'apprend pas à vivre avec le silence, on apprend à écouter ce qu'il a à nous dire. On ne devient pas le gardien de la lumière, on devient une partie de cette lumière. Un matin particulièrement clair, alors qu'il était assis sur son rocher préféré, Élias vit quelque chose qui lui fit monter les larmes aux yeux. Au large, un groupe de baleines à bosses passait, leur souffle créant de petits arcs-en-ciel dans l'air humide. C'était le même pod qu'il avait vu à son arrivée, ou peut-être leur descendant. Le cycle était complet. Ce soir-là, pendant sa dernière veille complète avant l'arrivée du bateau, Élias laissa toutes les fenêtres de la lanterne ouvertes. L'air printanier, chargé des senteurs de la mer et de la terre en renaissance, entra librement. Les cris des oiseaux, le ressac des vagues, le grincement familier du mécanisme, tout cela formait une symphonie qu'il connaissait maintenant par cœur. Il regarda longuement le faisceau lumineux balayer l'obscurité, et pour la première fois, il eut l'impression que cette lumière faisait partie de lui, qu'elle émanait de lui autant que du phare. Les mois passés ici l'avaient transformé en quelque chose de plus simple, de plus essentiel, de plus vrai. Quand l'aube arriva, teignant le ciel de couleurs qu'il n'avait pas vues depuis l'automne, Élias se sentit prêt à affronter le monde, ou à rester, peu importait. L'important n'était plus là où il se trouvait, mais qui il était devenu. Il descendit une dernière fois l'escalier en colimaçon, sa main caressant la rampe usée, ses yeux s'attardant sur chaque marche, chaque fissure, chaque trace du temps. Dans la cuisine, il prépara son thé comme d'habitude, mais chaque geste était conscient, s'avouait, comme si c'était à la fois la première et la dernière fois. Quand il sortit pour regarder le soleil se lever sur l'océan, maintenant libre de glace, le vétéran vint se percher près de lui. L'oiseau le regarda longuement, puis poussa un cri qui n'était ni un salut, ni un adieu, mais quelque chose entre les deux, une reconnaissance. Élias sourit. Il comprenait maintenant. On ne quitte jamais vraiment le phare. Une partie de soi reste toujours ici, dans la lumière tournante, dans le grondement des vagues, dans le silence peuplé, dans la solitude habitée. Quelques heures plus tard, la silhouette du bateau de ravitaillement apparut à l'horizon. Élias la regarda approcher, le cœur léger. Il était prêt à repartir ou à rester. Parce qu'il savait maintenant que, peu importe où il irait, il emporterait le phare avec lui. Dans la lumière de ses yeux, dans le rythme de son cœur, dans la paix qu'il avait trouvée ici, sur ce rocher perdu au milieu des eaux, gardien des brumes oubliées et de lui-même. Le bateau s'éloigna, emportant Élias vers le continent. Mais sur le rocher, la lumière continua de tourner, balayant l'obscurité comme elle l'avait fait pendant 150 ans. Dans la niche secrète, un nouveau carnet rejoignit les autres, attendant le prochain gardien. Et quelque part, entre la mer et le ciel, une partie d'Élias veillait toujours, faisant partie de cette lumière éternelle qui guide non seulement les navires, mais aussi les âmes égarées vers leur propre rivage. La solitude était guérie, non pas parce qu'elle avait pris fin, mais parce qu'elle avait révélé son véritable visage, non pas l'absence des autres, mais la présence plénière de soi-même. Et dans le cœur d'Élias, comme dans le phare lui-même, la lumière persistait, indestructible.